Salut à tous, dites-moi, est-ce que vous vous souvenez des vidéoclubs, ces endroits dans lesquels on pouvait louer des VHS et plus tard des DVD et dans lesquels on trouvait des films de différents genres, de l'action, de la comédie, du drame, du documentaire, de la romance et au fond une section dédiée aux films de cul avec une pancarte rose en général indiquée Film X, interdit aux moins de 18 ans. Et ouais. Ce genre d'établissement me manque beaucoup car je fais partie de ces gamins des années 80-90 qui ont beaucoup connu les vidéoclubs grâce à leurs parents et qui ont connu par la suite plusieurs grands films. Et faut bien l'avouer, dès qu'il y avait une section Disney dans les vidéoclubs, franchement, on se servait, n'est-ce pas? Alors si comme moi vous êtes de la ville de Vannes, vous vous souvenez très certainement de Céleste Vidéo. J'allais très souvent avec mes parents là-bas pour emprunter des films et des dessins animés. Et malheureusement, en février 2013, j'ai appris que Céleste Vidéo allait fermer dans 2 ou 3 mois. Et c'est vraiment dommage que les vidéoclubs soient menacés par les vidéos à la demande et les box télé. Donc vraiment, si vous avez un vidéoclub pas loin de chez vous, n'hésitez pas à y aller, les propriétaires en ont certainement bien besoin. Et là, certains vont peut-être se demander, mais pourquoi il a décidé de parler de ces lieux presque disparus ? Et tout simplement parce que je me rappelle très bien du tout premier film que j'ai vu en VHS, et c'était là-bas justement dans la section films pour enfants dans lequel j'empruntais souvent du Disney. Et parmi ces Disney, on trouve La Belle et le Clochard qui m'a beaucoup touché, Bernard et Bianca pareil pour une belle histoire avec en plus un peu d'humour, Dingo et Max le film que j'ai aimé à la fois drôle et touchant avec sa relation père-fils, alors qu'à la base j'aime pas du tout le personnage de Dingo avec lequel j'ai toujours eu du mal avec son côté couillon. Quand j'étais gamin il me saoulait, même dans les super pixels géants, c'est dire. Oh putain le coup de vieux que je me suis pris rien qu'en citant ce magazine. J'imagine que ça a dû faire pareil pour vous. Ensuite il y a le Roi Lion que j'ai vu tellement de fois avec une amie que je le connais par cœur et que j'ai adoré sur Super NES. Si vous l'avez jamais essayé, je vous le conseille, c'est un des meilleurs jeux de plateforme de la console. Il y a aussi Tarzan qui était visuellement très impressionnant et qui contenait mes chansons préférées de Disney chantées par le grand Phil Collins en anglais et en français, et qui a eu le droit à un superbe jeu sur PS1 ou sur PC, je me souviens plus. Et enfin, le film dont je parle dans cette vidéo et qui, comme je l'ai précisé, fut le premier que j'ai vu en VHS et dont certains sur YouTube en ont parlé de manière malheureusement très partagée. Et ce film, c'est Oliver et compagnie, sorti en France le 29 novembre 1989 et réalisé par George Scribner. Cet homme est surtout connu pour avoir travaillé comme animateur pour plusieurs films de Disney et a commencé la réalisation avec ce film. Il réalisera ensuite un film Disney appelé Le Prince et le Pauvre en 1990 ainsi que Mickey's PhilharMagic en 2003 avant d'arrêter de travailler dans le cinéma après une apparition dans un documentaire sur Disney en 2005. Au casting vocal dans la version originale, nous avons Joey Lawrence, un acteur qui débutait dans le cinéma et qui par la suite continuera de varier les voix dans les dessins animés et une tripotée de films pas forcément connus. Nous avons aussi le célèbre chanteur Billy Joel qui à l'époque enchaînait les succès dans la musique et a composé une chanson exprès pour le film intitulée Why Should I Worry et continue de se produire sur scène à maintenant 71 ans. Également au casting, nous avons Robert Loggia, que je suis sûr beaucoup connaissent pour ce rôle de Frank Lopez dans Scarface, mais on l'a vu aussi dans plein d'autres films comme le génial Independence Day, ou Les Complices par exemple, et a été vu aussi dans la saison 5 de la série Les Sopranos. Et pour le reste du casting, nous avons Chish Marine, Richard Mulligan, Roscoe Brown, Don Day-Lewis et d'autres personnes. Dans le casting vocal français, nous avons Renaud Tissier qui a priori a fait uniquement ce film et qui double Oliver. Nous avons aussi le grand Patrick Poivet qui est surtout connu pour avoir doublé Tom Cruise, Mickey Rourke, Peter Stormare ou Bruce Willis par exemple. Sauvane Delanoë est aussi dans ce film et a doublé beaucoup d'actrices variées et n'est affiliée à aucune actrice en particulier. Mais pour vous donner un exemple de voix qu'elle a fait, elle double Christina Ricci dans La Famille Addams, Marla Sokolov dans la série Desperate Housewives et a doublé aussi le personnage de Rose dans Fable 2, mon jeu de Xbox 360 préféré au passage. Et elle a fait d'autres voix dans plusieurs jeux vidéo. Et si vous adorez la série Scène de ménage, Gérard Hernandez est également dans ce film, car sa carrière déjà bien garnie dans le cinéma français l'est tout autant dans le doublage et dans les dessins animés.
Dans le reste du casting français, nous avons Sylvie Moreau, René Berriard, Jacques Deschamps, Philippe Dumas, Henri Djanik et quelques autres personnes. Dans ce film, nous suivons l'histoire de Oliver, un chaton qui, faute d'avoir été acheté 5$ par des passants, se retrouve seul à errer dans les rues immenses de New York. Sauf qu'il ne reste pas seul très longtemps car alors qu'il veut chourer de la bouffe, il fait la connaissance d'un chien débrouillard appelé Roublard, qui sans le vouloir va être suivi par le matou jusqu'à une péniche bousillée dans laquelle vit sa bande composée de Tito le chihuahua, Einstein le dog allemand, Francis le bulldog intello et la levrette persane Rita. Tous ces chiens appartiennent à Fagan, un ferrailleur criblé de dettes qu'il doit à un mafieux appelé Sykes. Finalement, malgré que ce soit un chat, toute la bande se prend d'affection pour Oliver. Et un jour, alors que tout le monde cherche des objets de luxe pour rembourser le mafieux, Oliver est récupéré par une fillette appelée Jennifer qui va s'attacher à lui. C'est alors qu'Oliver va devoir choisir sa famille, mais malheureusement quelque chose de terrible va arriver pour la gamine. Un des plus grands dessins animés de Walt Disney est pour la première fois en vidéo. Regardez ça. Retrouvez les personnages les plus fous et les plus drôles. Le petit roi du chapardage. Roublard, Roublard, le clébard. Fagan, Tito, Non, sans blague. Georgette Des bruits de l'espèce canine. Je crois qu'elle est folle de moi. et Oliver Et que ça? Mangeons-le à la planche. dans Oliver et compagnie. C'est l'histoire d'Oliver Twist, revue par Disney. Je me balade depuis Central Park. Un petit chaton orphelin est seul dans la ville, T'inquiète pas, petit chat, je vais m'occuper de toi. jusqu'au jour où il est recueilli. Il est adorable. Mais sauriez-vous par hasard à qui appartient le bol dans lequel vous mangez? Mais quand les ennuis le guettent, On a kidnappé Oliver. Venga, venga, venga. ses amis viennent à la rescousse. Je me suis cassé un ongle. Partagez en famille les aventures. Lâchez-moi, fais-moi l'oubli, tu vois pas que j'ai conduit? L'humour décapant au rythme aussi endiablé que les chansons. Mais pourquoi s'en faire? La rue connaît. On peut lâcher des secondes. On est roi du marais. Venez tous, À l'abordage. un grand classique Disney que vous allez adorer. Oliver et compagnie, en vidéo. Si c'est vraiment ça la torture, je suis pour la torture éternelle. Quand tout le monde pense à Disney maintenant, tout le monde a en tête une société qui rachète d'énormes studios parce qu'ils sont blindés de thunes et qui ne se casse pas le cul à proposer de nouveaux films en faisant seulement des remakes copier-coller de leurs succès d'avant. Pourtant, il y a des années, bien avant que ce soit un empire de presque 70 milliards de dollars aujourd'hui, c'était pas la grande forme pour les studios Disney. Et je vais vous expliquer pourquoi Oliver et compagnie a fait partie des films qui, à l'instar de La Petite Sirène, a permis à Disney de revenir sur le devant de la scène à la fin des années 80. Mais avant tout, je vais essayer de parler du contexte de ce qui est considéré comme la mauvaise période de Disney, ou souvent surnommé le Dark Age. Lorsque Walt Disney meurt en 1966, il laisse derrière lui toute une équipe qui ne parvient plus à trouver de l'inspiration pour des grands projets de films. Tout le monde sent que l'âge d'or des studios commence à s'essouffler, et cela se confirme avec le temps. Dans les années 70, pourtant, des films sortiront comme Les Aristochats, Robin des Bois ou Bernard et Bianca, sauf qu'ils n'étaient pas assez rentables financièrement pour la plupart. Et quand viennent les années 80, Disney préfère se focaliser sur la conception de parcs à thème en délaissant un peu les dessins animés, mais sont conscients qu'il faut quand même bien se bouger le cul, hein. La chose essentielle à faire sera de diviser les films pour la famille et les films pour un public plus adulte, car auparavant tous les films en projet du studio étaient gérés par les studios Disney eux-mêmes, et n'avaient pas de filiale pour les séparer. Ainsi, en 1984, Disney crée Touchstone Pictures, putain c'est dur à dire, pour les films plus adultes qui verront par la suite d'énormes succès comme Armageddon ou Sing par exemple. Ensuite, le studio décide de proposer des classiques de Disney en cassette vidéo qui marchera très bien d'ailleurs grâce aux ventes des VHS de Pinocchio et de La Belle et le Clochard par exemple.
Mais surtout, s'il y a une date à retenir, c'est le 1er avril 1983, quand une nouvelle filiale voit le jour. Cette filiale, tous les enfants ont vu le logo à chaque début de dessin animé, car il s'agit précisément de Walt Disney Pictures, qui se chargera uniquement de la production de longs métrages d'animation et va également se diviser en fondant une filiale nommée Walt Disney Feature Animation pour aider à la création de nouveaux films. Et les dessins animés dans tout ça, me diriez-vous ? Eh ben dans les années 80, il n'y en a pas eu beaucoup, mais certains ont marqué le public, clairement. En 1981, par exemple, Rox et Rookie racontaient une histoire vraiment touchante entre l'amitié d'un renard et d'un chien de chasse, et a dû faire chialer pas mal de gosses car il est très triste. Même moi, par exemple, je l'ai vu qu'une seule fois tellement il est triste, c'est dire. Ensuite, 4 ans plus tard, sortait Taram et le chaudron magique qui a beaucoup divisé le public en raison de sa noirceur comparée aux autres films Disney et aux scènes jugées effrayantes pour les enfants et qui fut du coup un gros échec commercial à sa sortie au point de rapporter seulement 21 millions de dollars pour un budget d'environ 30 millions. Après ce film, Disney revient dans les salles obscures avec Basil Détective Privé en 1986. Et cette fois, ça marche plutôt bien. Le film séduit le public et c'est un succès financier car pour un budget de 14 millions de dollars, il en a rapporté 50 millions à travers le monde. Et enfin arrive Oliver et compagnie à la fin des années 80 sur lequel je vais pouvoir développer sur les raisons de son succès. Comme une grande partie des Disney, Oliver et compagnie est l'adaptation d'un roman et le roman en question est un classique de la littérature anglaise puisqu'il s'agit de Oliver Twist de Charles Dickens. On le devine facilement vu que le personnage du film s'appelle Oliver et que les autres protagonistes du film sont des personnages issus du bouquin. Je n'ai jamais lu le livre en question mais quand j'étais petit j'avais pigé que c'était une version plus moderne de cette histoire si populaire que même quelqu'un qui n'a jamais lu le livre peut connaître l'histoire. Ce qui fait que ce film a bien marché vient de pas mal de choses. Pour commencer, le scénario est très simple mais bien écrit et agréable à suivre. On suit sans problème les péripéties de ce chaton adorable qui se découvre vite une famille qui, malgré que ce soit des clébards, l'aime très rapidement. Et petite info que j'ai appris grâce à la chaîne Tales from the Click, parmi les personnes chargées du scénario de Oliver et compagnie, il y avait James Mangold, le réalisateur de Logan et du film Le Mans 66. Les personnages de Oliver et compagnie sont vraiment attachants. Les chiens de la bande ont tous des personnalités très différentes. Roublard est clairement le chef très cool et attentionné, et c'est grâce à lui que j'ai fini par adorer les chiens. Rita est vraiment discrète, mais elle est quand même de la même gentillesse que Roublard. Tito est très frimeur et paquet de nerfs en plus, Francis se la joue vachement à télo, et Einstein, c'est le doyen serviable. Et tout ce petit monde est au service de Fagen, un mec fauché, pas très malin, hyper maladroit, j'ai jamais vu un personnage aussi maladroit d'ailleurs, mais qui a vraiment le cœur sur la main. Avec tous ces personnages, le film parle beaucoup de l'amitié et de l'importance de la famille. Avec Oliver et compagnie, la fameuse morale de Disney est sur le fait de prendre soin de ses proches, ce qui est quelque chose de bien sûr crucial dans notre vie. La mise en scène marche très bien, il y a une ambiance années 80 que j'aime beaucoup. Visuellement, même si ce film a pas mal vieilli, c'est néanmoins vraiment soigné. Il y a beaucoup de séquences drôles normales pour un Disney, et ce film a eu recours pour certains objets à plusieurs ordinateurs. C'est le cas pour les voitures, et franchement, c'était une prouesse pour l'époque. Et les musiques sont magnifiques, rien que celle du début du film pose l'intrigue et suit très bien ce qui arrive à Oliver au début. Je l'aime beaucoup. Et la musique du chant de Jennifer au piano me fait presque chialer. Mais il y a aussi des chansons plus joyeuses, dont celle composée par Billy Joel, la fameuse Why Should I Worry, qui dans sa version française donne « Mais pourquoi m'en faire ?» Cette chanson, franchement, je l'adore. Avec un scénario qui adapte bien le roman original, des personnages assez attachants, une bonne mise en scène avec des plans variés et des belles musiques et chansons, on peut se dire que ce film est sans défaut. Et bah pas de bol, même si j'aime ce film pour la nostalgie qu'il me procure, il possède des défauts qui sont largement visibles. Déjà, certains personnages sont ultra clichés, au point que ce soit des clichés qui ont assez mal vieilli malheureusement, comme Georgette par exemple. La caniche reine de beauté qui se la joue à mort, grosse bourgeoise presque chiante.
ou même la petite Jennifer, une fillette adorable mais trop caricaturale justement de la gentille petite fille. C'est dommage car on prend sincèrement plaisir à voir son amour envers Oliver. Et enfin, niveau personnage cliché qui a mal vieilli, la palme d'or revient à Sykes, clairement. Son design est une réussite, il est gaulé comme une armoire à glace, sa voix en impose et on sent qu'il faut pas lui casser les burnes. Mais le problème est qu'il est trop le personnage méchant parce qu'il est méchant. Tout au long du film, à chaque apparition, le mec il est en mode « Eh, c'est moi le méchant, tout le monde me craint avec mes Doberman. Mouah !» Enfin, vous voyez le délire quoi. Autre défaut, et certainement le plus évident, le film est vraiment, mais alors vraiment trop court. Il dure seulement 1h10. On les sent complètement venir et on aurait aimé voir par exemple une manière de prolonger l'histoire pour connaître par exemple comment s'est construit la bande de roublards ou la vie de Oliver avant d'être orphelin, s'il avait d'autres maîtres avant, enfin cela aurait rajouté des minutes supplémentaires au film. Oliver et compagnie a quand même remporté un beau succès. En France, plus de 2 millions de personnes sont allées assister à cette aventure. Et en plus, il a réussi à bien dépasser son budget de 31 millions de dollars. Pour vous dire, il s'agit du premier Disney à remporter plus de 100 millions de dollars à travers le monde, ce qui est un très bon chiffre. Et niveau nomination, il n'y a pas à rougir. Nominé dans les meilleurs films d'animation aux Golden Globes et a remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale pour Why Should I Worry, qui est clairement mérité. En conclusion, Oliver et compagnie, malgré sa courte durée et ses quelques personnages stéréotypés au possible, est un très très bon film qui, même s'il se déroule dans les années 80, peut encore faire passer un bon moment pour sa belle histoire, ses personnages attachants dont Oliver fait partie, ainsi que son humour qui fait mouche. Je vous invite vraiment à voir ce film en famille. Ou tout seul, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'hab, à vous abonner si vous souhaitez suivre la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux sociaux trouvables dans la description. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.